Il y a des moments dans l'histoire qui semblent sortis d'un film, mais qui sont plus réels, bruts et fascinants que tu ne pourrais l'imaginer. Qu'ont en commun des soldats traversant des jungle interminables, des guerriers défiant la mort avec une force inexplicable, et des civilisations qui voyaient dans les plantes le toucher du divin? Les réponses se trouvent dans ce qu'ils consommaient. Et nous ne parlons pas de nourriture, mais de breuvages hallucinogènes qui connectaient avec les dieux. Jusqu'à des substances qui transformaient des humains ordinaires en machines de guerre, ce qui va être révélé est si impressionnant que cela changera complètement ce que tu crois savoir sur la façon dont l'humanité a utilisé et abusé des substances les plus puissantes. Numéro 1. Les drogues dans l'Antiquité, rituels et guérisons. Depuis le début des civilisations humaines, les drogues ont joué un rôle multifacette dans la vie des gens, servant d'outils spirituels, médicaux et culturels. Dans les sociétés anciennes, comme la Mésopotamie et l'Égypte, ces substances étaient profondément intégrées dans les rituels religieux et la médecine primitive, marquant une connexion entre le corps humain, l'esprit et le divin. Le cannabis, l'une des drogues les plus anciennes enregistrées, se distingue par son utilisation polyvalente. En Égypte, cette plante n'était pas seulement cultivée pour ses fibres textiles, mais elle occupait également une place spéciale dans les traitements médicaux. Les textes anciens, comme le papyrus d'Héber et le papyrus de Ramesséum, documentent l'utilisation du cannabis dans diverses applications curatives. Par exemple, un mélange de cannabis et de céleri était utilisé pour traiter les problèmes de vision, tandis que le cannabis moulu avec du miel était utilisé pour soulager les douleurs féminines, notamment pendant les cycles menstruels. Ces exemples révèlent comment les Égyptiens considéraient cette plante comme un cadeau sacré, offert par les dieux pour soulager les souffrances humaines, au-delà de son usage médical. Le cannabis avait également une forte composante spirituelle. La plante faisait partie intégrante des cérémonies religieuses, où elle était utilisée pour faciliter des états altérés de conscience et connecter les participants au divin. Même sa présence dans les tombes de figures éminentes, comme celle du pharaon Ramsès II, indique qu'on lui attribuait une valeur symbolique et transcendante. Associée à des déesses comme Sécha, la divinité de la sagesse, et Bastet, la féroce déesse de la guerre, le cannabis représentait à la fois la connaissance et la protection, deux piliers essentiels de la culture égyptienne. En Mésopotamie, les tablettes d'argile offrent un autre témoignage de l'importance du cannabis dans l'Antiquité. Parmi les plus de 400 substances répertoriées, cette plante occupait une place importante, utilisée à la fois dans les traitements médicaux et dans les rituels. Bien que les anciens registres linguistiques rendent difficile la compréhension complète des détails de son utilisation, les preuves archéologiques renforcent l'idée que le cannabis n'était pas seulement une plante fonctionnelle, mais aussi un outil culturellement significatif. En plus du cannabis, d'autres substances avaient également une place importante dans ces premières civilisations. Par exemple, en Égypte, on expérimentait avec une variété de plantes pour préparer des toniques et des remèdes destinés à traiter différentes affections. Ces pratiques reflètent une compréhension rudimentaire, mais efficace, des propriétés chimiques naturelles. Bien avant l'émergence des méthodes scientifiques modernes. L'utilisation de drogues dans ces contextes n'était pas seulement liée à la santé physique. Dans les rituels religieux, ces substances facilitaient la communication avec le divin. Numéro 2. Le chanvre et son expansion à travers l'Eurasie. Il y a environ 5000 ans, les Yamnaya, une culture nomade de la steppe eurasienne, ont entrepris l'une des migrations les plus influentes de l'histoire ancienne. Mais ils ne transportaient pas seulement des chevaux et des outils avancés, ils transportaient aussi un héritage végétal qui allait changer la civilisation pour toujours. Le chanvre, connu aujourd'hui sous le nom de cannabis. Ce groupe pionnier, considéré comme l'une des principales tribus formatrices de la civilisation européenne, a joué un rôle crucial dans la diffusion de cette plante. À travers l'Eurasie. Le chanvre était bien plus qu'une plante fonctionnelle. De ses usages textiles, comme source de fibres résistantes pour la confection de cordes et de tissus, à ses propriétés médicinales et récréatives, cette plante était une alliée intégrale dans la vie des Yamnaya. Alors qu'ils se déplaçaient vers l'est, le chanvre ne s'adaptait pas seulement aux différents climats, mais il s'incorporait également aux cultures qu'ils rencontraient sur leur chemin. Ainsi, cette plante est devenue un vecteur d'échange culturel, apportant avec elle non seulement des utilités pratiques, mais aussi une riche tradition spirituelle et médicinale. Des preuves archéologiques en Eurasie montrent que le cannabis n'était pas seulement utilisé pour fabriquer des cordes et des tissus, mais aussi comme une substance médicinale aidant à traiter diverses affections.
Dans les régions où les Yamnayas se sont temporairement établis, les graines de chanvre accompagnaient les habitants de la terre. Leurs rituels et cérémonies, ce qui suggère un usage cérémonial destiné à promouvoir la connexion avec les forces spirituelles et les cycles de la nature. L'impact de cette plante a même atteint l'Europe occidentale. Lorsque les Yamnayas ont atteint les îles britanniques il y a environ 5000 ans, ils ont apporté avec eux le cannabis, ainsi que leurs pratiques culturelles. Selon des études génétiques et archéologiques, leur arrivée a coïncidé avec une transformation dramatique des sociétés locales. Bien qu'ils aient également introduit la violence et des conflits avec les agriculteurs autochtones, l'échange de connaissances et de ressources. Elle a laissé une empreinte durable. Curieusement, ces mêmes migrations sont liées à la construction de structures comme Stonehenge, ce qui suggère que les influences culturelles des Yamnayas ont même atteint le design architectural. À mesure que le chanvre se répandait en Eurasie, ses usages évoluaient également. Dans certaines régions, la plante était utilisée principalement comme ressource industrielle, tandis que dans d'autres, on exploitait ses propriétés psychoactives. Cela a généré un échange de connaissances dans lequel les pratiques médicales et spirituelles liées au cannabis se transmettaient d'une communauté à l'autre. Dans le Caucase, par exemple, des vestiges archéologiques ont été découverts, démontrant la consommation de cannabis à des fins récréatives et curatives. Depuis plus de 3000 ans. Numéro 3. Opium dans la Rome et la Grèce antique. L'opium, une substance dérivée du pavot, occupait une place centrale dans les cultures de la Rome et de la Grèce antique, non seulement comme un médicament efficace, mais aussi comme un élément important de la vie sociale et religieuse. Ces civilisations ont adopté et perfectionné son usage, le transformant en un symbole de sophistication médicale et culturelle. Depuis son introduction dans la région, vraisemblablement par la Mésopotamie et l'Égypte, l'opium s'est rapidement intégré dans les pratiques quotidiennes qui incluaient la médecine, le divertissement et les rituels. En Grèce, l'opium était connu pour sa capacité à soulager les douleurs physiques et émotionnelles. Les anciens médecins, comme Hippocrate et Dioscoride, ont documenté ses propriétés curatives et détaillé son extraction. Dioscoride, en particulier, a développé une méthode méticuleuse pour obtenir la sève des capsules de pavot, recommandant de faire des incisions précises dans les gousses, pour extraire le latex sans endommager la plante. Ce processus a permis de maximiser la production d'opium, qui était ensuite utilisé dans une variété de traitements, allant de l'anesthésie aux remèdes pour la toux et l'insomnie. Cependant, l'opium n'était pas seulement apprécié pour ses usages médicaux. En Grèce, les statues et représentations artistiques montraient fréquemment des pavots, suggérant leur importance symbolique et culturelle. La plante était vue comme un cadeau des dieux, un lien entre l'humanité et l'humanité. Et le divin. Cela se reflétait dans son utilisation lors de rituels religieux, où il était consommé dans le cadre de cérémonies cherchant à établir des connexions spirituelles profondes. D'autre part, dans la Rome impériale, l'opium a acquis un statut presque iconique, surtout parmi les classes supérieures. Il était courant que les Romains mélangent l'opium avec du vin pour créer le soi-disant vin crétois, une boisson qui servait à la fois à se détendre et à dormir profondément. Cet usage récréatif était si répandu qu'il est devenu une pratique courante lors des banquets et des célébrations. De plus, les Romains utilisaient également le méconium, une version plus diluée faite avec des feuilles de pavot, comme une boisson douce pour ceux qui souhaitaient les bienfaits de l'opium sans ses effets intenses. L'opium avait également un aspect plus pragmatique dans la société romaine. C'était un composant essentiel des marchés et il était largement commercialisé dans les rues animées des villes. Les stands spécialisés vendaient de petites pilules d'opium que les citoyens achetaient tant pour un usage personnel que pour offrir. Ce commerce florissant souligne comment l'opium était devenu un produit de base, accessible à la majorité de la population. Numéro 4. L'ergot de Seigle et les mystères d'Éleusis. Dans la Grèce antique, les mystères d'Éleusis représentaient l'un des cultes religieux les plus énigmatiques et influents de l'Antiquité. Dédiés aux déesses Déméter et Perséphone. Ces rituels secrets symbolisaient le cycle de la vie, de la mort et de la renaissance, attirant des milliers de participants, des paysans aux philosophes et aux dirigeants politiques. Au cœur de ces cérémonies se trouvait la consommation d'une substance connue sous le nom de kykéo, une boisson hallucinogène qui, selon de nombreux historiens, contenait de l'ergot de seigle, un champignon aux propriétés psychoactives qui altérait la perception de ceux qui le consommaient. L'ergot de seigle, un champignon parasite qui pousse sur les grains d'orge et de seigle, contient des composés comme l'ergotamine, précurseur du LSD.
Ce champignon est capable d'induire des hallucinations, des visions, et des états de transe profonde. Dans le contexte des mystères d'Éleusis, la consommation du kykéon permettait aux participants de vivre ce qu'ils considéraient comme une communion directe avec le divin. Selon la mythologie, la descente de Perséphone aux enfers et son retour éventuel symbolisaient non seulement le changement des saisons, mais aussi la promesse du renouveau spirituel et de l'immortalité. Le processus rituel des mystères était méticuleux. Les participants, connus sous le nom d'initiés, passaient des jours à se préparer par le jeûne et la purification avant de boire le kykéon. Une fois la boisson consommée, ils entraient dans un état altéré de conscience. Ce qui leur permettait de vivre des visions représentant leur propre mort symbolique et renaissance spirituelle. Ces états visionnaires étaient considérés comme une révélation sacrée, une connaissance mystique qui transformait à jamais ceux qui les vivaient. Le rôle de l'ergot dans les mystères d'Éleusis a fait l'objet de nombreuses recherches. Bien que les textes anciens décrivant les rituels soient délibérément cryptiques, les archéologues ont trouvé des preuves qui soutiennent cette théorie. Numéro 5. Le cannabis dans l'ancienne Égypte et Mésopotamie. Le cannabis, connu aujourd'hui tant pour ses usages récréatifs que médicinaux, a joué un rôle important dans les anciennes civilisations d'Égypte et de Mésopotamie. Ces cultures pionnières ont non seulement reconnu les propriétés curatives de cette plante, mais l'ont également incorporée dans des rituels religieux, des pratiques magiques et des cérémonies spirituelles. Les archives archéologiques et les écrits anciens révèlent comment cette plante sacrée reliait les gens au divin et leur procurait un soulagement physique et émotionnel. En Égypte, les textes anciens, comme le papyrus Héber et le papyrus de Ramesséum, offrent des preuves détaillées de l'utilisation du cannabis dans les traitements médicaux. Par exemple, le cannabis moulu mélangé avec du miel était prescrit pour traiter les douleurs féminines et les affections gynécologiques, tandis que sa combinaison avec du céleri était utilisée pour soulager le glaucome. Ces enregistrements ne démontrent pas seulement la sophistication médicale des Égyptiens, mais aussi leur capacité à intégrer des plantes naturelles dans des pratiques thérapeutiques efficaces. L'importance du cannabis dans la culture égyptienne va au-delà de la médecine. La plante était également profondément associée à la spiritualité et à la religion. Sa présence dans les tombes des pharaons, comme Ramsès II, suggère qu'elle était considérée comme essentielle à la vie. Dans l'au-delà, servant d'offrande aux dieux et comme moyen d'assurer la protection spirituelle. Associé à des figures divines comme Dioscoride de la sagesse et Bastet, la déesse de la guerre et de la protection, le cannabis représentait à la fois la connaissance et la force. Les Égyptiens utilisaient également le cannabis lors de cérémonies spéciales et de festivités. Pendant ces événements, la plante était consommée pour induire des états altérés de conscience qui facilitaient la connexion avec le divin. Cet usage récréatif et spirituel souligne la polyvalence du cannabis et son rôle central dans la vie quotidienne et religieuse de l'Égypte ancienne. Pendant ce temps, en Mésopotamie, la plante occupait également une place importante dans la vie culturelle et médicinale. Les tablettes d'argile assyrienne documentent plus de 400 substances utilisées dans les pratiques médicales, et parmi elles se trouve le cannabis. Bien que les anciens registres linguistiques soient difficiles à interpréter dans leur intégralité, il est clair que la plante était reconnue pour ses propriétés curatives et sa capacité à soulager la douleur. Les Mésopotamiens l'utilisaient dans des onguents, des huiles, et des préparations appliquées dans le traitement de diverses affections. Numéro 6. Herbitin et la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'utilisation de drogue a atteint des niveaux insoupçonnés, marquant un chapitre crucial dans l'histoire du conflit militaire. Parmi toutes, une s'est distinguée par son impact tant sur la stratégie militaire que sur la résistance des soldats. La pervitine, une amphétamine développée en Allemagne qui a transformé l'armée nazie en une force apparemment infatigable et impitoyable. Cette substance, connue populairement comme les pilules miraculeuses, a été distribuée massivement parmi les troupes, jouant un rôle crucial dans la fameuse tactique de guerre. Éclair ou Blitzkrieg. La pervitine a été synthétisée en 1937 par le chimiste allemand Friedrich Hochschild, qui travaillait pour la société pharmaceutique Temlewerk. Initialement commercialisée comme un stimulant en vente libre, la drogue était promue comme un outil pour combattre la fatigue et augmenter la productivité. Elle était même incluse dans des produits quotidiens comme le chocolat, ce qui a facilité son acceptation sociale. Cependant, le véritable essor de cette amphétamine est survenu lorsque les hauts commandements nazis ont découvert son potentiel pour améliorer la performance physique et mentale des soldats sur le champ de bataille.
Aux premières étapes de la Seconde Guerre mondiale, la pervitin a été distribuée massivement parmi les troupes allemandes. Sous la direction d'Otto Rank, médecin militaire et directeur de l'Académie de médecine militaire de Berlin, des tests ont été réalisés qui ont démontré que la drogue pouvait maintenir les soldats éveillés et en alerte pendant des jours, sans besoin de repos. Cela s'est avéré être un avantage stratégique crucial lors des campagnes initiales, comme l'invasion de la Pologne en 1939 et l'offensive en France en 1940. L'efficacité de la pervitin sur le champ de bataille était indéniable. Les soldats allemands pouvaient marcher jusqu'à 60 km et combattre pendant plus de 72 heures sans dormir, ce qui leur donnait un avantage significatif sur leurs ennemis. Cet état d'alerte et d'énergie extrême contribuait également à élever le moral des troupes, les rendant plus réceptives à la propagande nazie et renforçant l'idéal de supériorité physique et mentale que promouvait le Troisième Reich. Cependant, l'utilisation de la pervitin n'était pas sans conséquences. Bien qu'au début elle fût considérée comme une ressource miraculeuse, les effets secondaires commencèrent bientôt à se manifester. La consommation prolongée de la drogue provoquait une addiction, un épuisement extrême, des hallucinations et des problèmes cardiovasculaires. Les rapports médicaux de l'époque documentent des cas de soldats souffrant d'épisodes de paranoïa, de crises de panique et même d'insuffisance cardiaque. Ces complications ont conduit le gouvernement allemand à réglementer l'utilisation de la pervitin en 1941. Numéro 7. Morphine. Pendant la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale fut un conflit marqué par une violence sans précédent, où les innovations technologiques apportèrent des armes plus létales et des blessures plus dévastatrices. Au milieu de ce contexte de souffrance, la morphine a émergé comme une ressource vitale pour soulager la douleur physique des soldats blessés. Cependant, son utilisation a également soulevé des dilemmes médicaux, éthiques et sociaux qui ont eu un impact durable tant sur les combattants que sur la pratique médicale. Dérivé de l'opium et baptisé en l'honneur de Morphée, le dieu grec du sommeil, la morphine était la substance analgésique la plus puissante disponible à l'époque. Sa capacité à réduire la douleur aiguë et à générer une sensation de calme en a fait un élément essentiel dans les trousses médicales des troupes. L'administration de morphine permettait aux soldats grièvement blessés de supporter la douleur des amputations et d'autres chirurgies d'urgence réalisées dans des conditions extrêmes. Sur les fronts de bataille. La procédure pour administrer la morphine était relativement simple, mais nécessitait des précautions. Les médecins et infirmiers marquaient une croix sur le front des soldats qui avaient déjà reçu une dose pour éviter les surdoses accidentelles. Cependant, dans le chaos du combat, ces contrôles n'étaient pas toujours effectués de manière efficace. Dans certains cas, les soldats recevaient plusieurs doses en peu de temps, ce qui augmentait le risque d'effets secondaires graves et même de décès par surdose. La dose standard recommandée de morphine était d'un quart de grain, soit environ 16 mg. Cependant, les conditions extrêmes du champ de bataille conduisaient souvent à des improvisations. Les soldats, avec des blessures particulièrement graves, pouvaient recevoir des doses plus élevées pour atténuer leur souffrance. Cette pratique, bien que compréhensible d'un point de vue humanitaire, a contribué à la dépendance à la morphine chez certains soldats. L'abus de la morphine était également un problème croissant. Les soldats souffrant de blessures mineures ou ceux qui éprouvaient de l'anxiété et du stress post-traumatique recouraient souvent à la drogue pour soulager leur malaise émotionnel. Dans certains cas, les soldats prenaient de la morphine de manière autonome en attendant des soins médicaux, rendant difficile pour les médecins de différencier entre les effets de la drogue et les symptômes des blessures. La dépendance à la morphine est devenue un problème sérieux pendant et après la guerre. Numéro 8. Cocaïne pendant la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale a marqué un tournant dans l'utilisation de substances psychoactives à des fins militaires. Parmi elles, la cocaïne. Elle s'est distinguée par son rôle de stimulant et d'anesthésique local, étant largement distribuée et consommée tant par les soldats que par les civils. Initialement considérée comme un outil utile pour améliorer la performance et soulager la douleur, la cocaïne est rapidement devenue une partie controversée des efforts de guerre, laissant un impact durable sur la santé des patients. Mais dans la société de l'époque, la cocaïne avait déjà une solide réputation en médecine lorsque la guerre a commencé. Elle était utilisée dans les traitements pour soulager la douleur, réduire la fatigue et combattre la dépression. Pendant le conflit, elle a été intégrée dans les kits médicaux des soldats, souvent combinée avec d'autres analgésiques, comme la morphine. Dans les tranchées, où les conditions étaient extrêmement dures,
les médecins appliquaient la cocaïne comme anesthésique local pour réaliser des interventions rapides sur des blessures graves. Cela a permis de réaliser des amputations et d'autres chirurgies d'urgence avec un minimum de douleur pour les patients. Cependant, son utilisation ne s'est pas limitée aux applications médicales. La cocaïne a également été distribuée parmi les soldats comme un moyen de maintenir l'énergie et la résistance dans des conditions épuisantes. Sur le front occidental, où les affrontements étaient prolongés et les ressources limitées, la cocaïne aidait les soldats à rester alertes et concentrés pendant de longues heures de surveillance ou de combat. Cette consommation généralisée a donné lieu au terme marche forcée, un surnom pour les pilules de cocaïne enrobées de gélatine qui étaient distribuées aux troupes britanniques. La commercialisation de la cocaïne pendant la guerre était également remarquable. De grands magasins, comme Harrods à Londres, proposaient des kits médicaux qui incluaient de la cocaïne, de la morphine, des seringues et des aiguilles. Promus comme des cadeaux utiles pour les amis et la famille servant au front. De plus, des pharmacies comme Savory et More distribuaient par courrier des kits médicaux contenant de la cocaïne et d'autres narcotiques. Cette accessibilité reflétait une acceptation sociale de la substance qui contrastait avec la perception plus restreinte qui se développerait dans les décennies suivantes. Au front, la cocaïne. Elle servait non seulement de renfort physique, mais aussi de stimulant moral. Dans des conditions où la fatigue mentale et physique pouvait briser les soldats, cette drogue offrait un soulagement temporaire, leur permettant de continuer leurs tâches. Les pilotes de chasse allemands, par exemple, utilisaient la cocaïne pour supporter les longues et glaciales heures de vol à des altitudes extrêmes. De même, les aviateurs français comptaient également sur ce stimulant pour rester concentrés pendant les missions. Mineronas. Drogue. Dans la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam. Elle a marqué un chapitre unique dans l'histoire militaire, non seulement par la nature du conflit, mais aussi par l'utilisation massive de drogue parmi les troupes américaines. À la différence des guerres précédentes, où les substances psychoactives étaient principalement utilisées comme analgésiques ou stimulants en situation de combat, au Vietnam, les drogues sont devenues une partie intégrante de l'expérience quotidienne des soldats, impactant à la fois leur performance et leur état mental. Ce phénomène était une combinaison de politique militaire, des conditions sur le terrain et de l'accès facile aux substances illicites. Entre 1966 et 1969, les troupes américaines au Vietnam ont reçu plus de 225 millions de doses d'amphétamine distribuées officiellement par l'armée. Ces pilules, connues sous le nom de speed, étaient utilisées pour maintenir les soldats alertes et concentrés pendant de longues missions dans la dense jungle vietnamienne. En plus des amphétamines, les militaires prescrivaient également des tranquillisants et des sédatifs pour aider les combattants. Pour faire face à l'anxiété et au stress générés par le combat constant. Cependant, ces drogues d'usage officiel n'étaient qu'une partie du problème. L'accès à des substances illicites, comme la marijuana, l'héroïne et les psychédéliques, a transformé le Vietnam en l'une des guerres avec le plus haut taux de consommation de drogue parmi les troupes. Selon les rapports, 51% des soldats américains ont consommé de la marijuana pendant leur déploiement, tandis que 31% ont expérimenté des psychédéliques comme les champignons et la mescaline. De plus, environ 28% ont consommé des drogues plus dures, comme la cocaïne et l'héroïne, souvent obtenues par le marché noir. La marijuana, abondante au Vietnam et vendue à bas prix, est devenue une substance d'usage courant pour les soldats. Elle était souvent utilisée pour se détendre après des missions dangereuses ou simplement pour échapper momentanément au stress de la guerre. L'héroïne, en revanche, offrait une forme de déconnexion plus intense. Elle était principalement introduite en contrebande par des groupes locaux et des réseaux internationaux. Depuis le Triangle d'Or, cette drogue était si pure que les soldats pouvaient la fumer au lieu de l'injecter, ce qui a facilité sa consommation généralisée. L'effet de ces drogues sur les soldats était varié. D'une part, elles aidaient à soulager le stress et l'anxiété, réduisant les taux de crise mentale par rapport aux guerres précédentes. Numéro 10. Amanita muscaria et les berserkers vikings. Dans le monde légendaire des vikings, les berserkers occupent une place spéciale. Ces guerriers, féroces et redoutés, étaient connus pour leur rage incontrôlée. Sur le champ de bataille, leur capacité à supporter des blessures graves et leur force surhumaine. Au fil des siècles, les historiens et les scientifiques ont tenté de percer le secret derrière leur comportement sauvage. L'une des théories les plus intrigantes est que ces guerriers consommaient de l'Amanita muscaria. Un champignon hallucinogène couramment associé aux rituels chamaniques en Scandinavie et en Sibérie, l'Amanita tumouche,
facilement reconnaissable à son chapeau rouge avec des taches blanches, contient des composés psychoactifs comme le mucimol et l'acide iboténique. Ces substances chimiques affectent les récepteurs GABA dans le cerveau, provoquant des hallucinations, de l'euphorie, et, dans certains cas, une réduction significative de la perception de la douleur. Selon la théorie, les berserkers consommaient ce champignon lors de rituels avant le combat pour induire un état de transe dans lequel ils perdaient toute peur. Et se lançaient à l'attaque avec une férocité inhumaine. Les récits historiques des berserkers semblent correspondre aux effets de l'amanite tumouche. Les sagas nordiques décrivent ces guerriers entrant dans un état connu sous le nom de berserkesganger, caractérisé par des spasmes musculaires, des tremblements, une force démesurée et l'incapacité de distinguer entre amis et ennemis. De plus, ces états étaient souvent suivis d'une profonde fatigue, ce qui pourrait s'expliquer comme le crash titique après l'effet du mucimol. Cependant, cette théorie n'est pas exempte de controverses. Bien que les effets de l'amanite tumouche puissent s'aligner avec le comportement des berserkers, il existe également des risques associés à sa consommation. Les effets secondaires incluent des nausées, des vomissements, des vertiges, et, à doses élevées, des convulsions. Cela soulève des doutes quant à savoir si un guerrier pourrait combattre efficacement sous ces symptômes. De plus, les experts soulignent que les effets du champignon sont imprévisibles et varient considérablement selon la dose et la préparation. Une autre théorie qui rivalise avec celle du champignon est que le comportement des berserkers pourrait avoir été le produit d'un état psychologique connu sous le nom d'automatisme psychomoteur. Dans cet état, les personnes agissent sans contrôle, conscientes de leurs actions, guidées uniquement par des instincts primaires.